Cette vidéo est la seconde consacrée à la ventilation et au cycle respiratoire. Nous y décrirons également les volumes pulmonaires. S'il existe à l'inspiration un débit d'air allant de la bouche aux alvéoles pulmonaires, c'est en raison de la présence en inspiration d'une pression alvéolaire négative, relativement en tout cas à la pression atmosphérique régnant à la bouche. C'est la contraction des muscles inspiratoires et en particulier du diaphragme qui, en augmentant le volume du système respiratoire et du compartiment alvéolaire, est responsable de la diminution de la pression dans le compartiment alvéolaire en dessous de la pression atmosphérique. À son tour, c'est le gradient de pression existant entre l'air atmosphérique et l'air alvéolaire qui induira un débit inspiratoire jusqu'à égalisation des pressions entre compartiment atmosphérique et alvéolaire. À l'expiration, la pression alvéolaire devient positive relativement à la pression atmosphérique, pour des raisons que nous discuterons plus tard, et est responsable d'un débit expiratoire allant des alvéoles vers la bouche. Vous comprendrez mieux ces notions en analysant l'évolution de la pression en fonction du mouvement du piston dans un cylindre représenté sur cette animation. À gauche, le cylindre est fermé et la loi de Boyle-Mariotte nous dit qu'en conditions isothermes, le produit de la pression et du volume du gaz contenu dans le cylindre est constant. La pression diminue lorsque le piston est abaissé, augmentant le volume contenu dans le cylindre. À l'extrême droite, le cylindre est complètement ouvert et le mouvement du piston n'induit aucune modification de pression. Au milieu, la situation est celle d'une seringue et peut être considérée comme analogue à celle du système respiratoire très simplifié. L'abaissement du piston est similaire à la contraction du diaphragme, augmentant le volume du thorax et du poumon, l'embout de la seringue étant similaire aux voies aériennes, ces deux structures constituant une résistance au passage de l'air, expliquant que l'augmentation du volume du cylindre ou du poumon génère une pression négative dans le cylindre ou les alvéoles, générant aussi un débit de l'extérieur vers l'intérieur du cylindre ou du poumon. Ce débit est proportionnel à la différence de pression existant entre air atmosphérique et alvéolaire et inversement proportionnel à la résistance de l'embout de la seringue ou des voies aériennes. Plus l'augmentation de volume est rapide, plus la différence de pression sera importante et donc le débit élevé. Au repos, seule l'inspiration est un phénomène actif. Les muscles inspiratoires effectuent, comme nous l'étudierons au chapitre suivant, un travail sur la cage thoracique pour contrer les propriétés élastiques du système respiratoire et l'éloigner de son volume d'équilibre, le volume qu'il occupe spontanément à l'écart de toute contrainte, qui correspond à la CRF au repos. À l'expiration, le système respiratoire peut revenir à son volume d'équilibre, la CRF, par simple rappel élastique. Cependant, les muscles inspiratoires restent légèrement actifs en début d'expiration pour en quelque sorte freiner l'expiration dans sa partie initiale. À l'exercice physique, représenté ici en trait continu par comparaison à la situation au repos en trait hachuré, tant le volume courant que les débits inspiratoires et expiratoires vont augmenter. Les variations de pression alvéolaire au cours du cycle respiratoire vont également augmenter. Alors que l'expiration ne donne pas lieu au recrutement des muscles expiratoires au repos, ces muscles expiratoires deviennent actifs à l'exercice pour augmenter la pression alvéolaire et les débits expiratoires. De plus, la CRF diminue à l'effort, descendant sous le volume d'équilibre du système respiratoire, ce qui implique une action des muscles expiratoires pour contrer les propriétés élastiques du système respiratoire, comme nous le comprendrons mieux après avoir étudié le chapitre consacré à la mécanique respiratoire. Nous allons maintenant définir les différents volumes et capacités du système respiratoire sur base d'un spirogramme. Connaître ces différents volumes pulmonaires nous aidera à nous comprendre tout au long de ce cours.
Ce spirogramme est enregistré alors que le sujet respire d'abord à volume courant, pour ensuite expirer au maximum, puis inspirer au maximum avant de reprendre une respiration à volume courant. Nous avons déjà défini le volume courant, volume inspiré et expiré à chaque cycle respiratoire non contraint. Au repos, il est de l'ordre de 500 ml, mais varie en fonction des circonstances. Il augmente par exemple à l'exercice. Nous avons également déjà défini la capacité résiduelle fonctionnelle, CRF, qui est le volume d'air résidant dans le système respiratoire à la fin d'une expiration à volume courant. Elle aussi varie en fonction des circonstances, diminuant à l'exercice. Nous verrons plus tard qu'elle peut par contre augmenter dans certaines circonstances pathologiques. Au repos, chez un sujet normal, la CRF est de l'ordre de 2,5 litres. Le volume résiduel, VR, est le volume d'air persistant dans le système respiratoire à la fin d'une expiration maximale. C'est donc un volume non mobilisable. Le VR est de l'ordre de 1,25 litres chez un sujet normal. Du volume résiduel, une inspiration maximale est réalisée permettant d'augmenter le volume du système respiratoire jusqu'à capacité pulmonaire totale, CPT. Au cours de cette inspiration de volume résiduel à capacité pulmonaire totale, le volume inspiré correspond à la capacité vitale, CV. La CV correspond au volume mobilisable maximal de manière volontaire par le système respiratoire. Elle est normalement de l'ordre de 4 à 5 litres. La capacité pulmonaire totale, ou CPT, est le volume contenu dans le système respiratoire à la fin d'une inspiration maximale. Elle est de l'ordre de 5 à 6 litres chez un sujet normal. La CPT est aussi la somme du volume résiduel et de la capacité vitale. Les volumes normaux renseignés le sont à titre indicatif. Ils varient en fonction du sujet et en particulier de sa taille, de son sexe et de son âge. À l'aide d'un pneumotachographe, il est aisé de mesurer le volume courant et la capacité vitale. Par contre, le volume résiduel étant un volume non mobilisable, il ne peut être mesuré à l'aide d'un pneumotachographe, pas plus que la capacité résiduelle fonctionnelle ou la capacité pulmonaire totale, dont le VR représente une portion. Au cours de l'inspiration, l'ensemble des structures non rigides du poumon, c'est-à-dire les alvéoles, les bronchioles, mais aussi les vaisseaux pulmonaires, voient leur volume augmenter. Grâce au septa interalvéolaire, la pression pleurale qui devient plus négative à l'inspiration, comme nous le discuterons au chapitre suivant, est transmise à toutes ces structures qui sont en quelque sorte attirées vers la plèvre, qui est elle solidaire de la paroi thoracique.